Remarquez que je viens pas les mains vides pour ce numéro 3. Je rappelle, il y a 10 ans exactement, je sors Comment penser le numérique alors que quand vous avez eu toute votre vie dans le livre. Ça a pris une quarantaine de chapitres, et puis 10 ans après, comment toi tu as évolué par rapport à ça? Est-ce que tu as approfondi? Est-ce que tu as bifurqué? Est-ce que tu as dit des bêtises? Est-ce que la réalité tout simplement a pris d'autres chemins? C'est ce que je voulais voir de plus près. Donc, si tu te donnais le défi, il y a 40 chapitres, de venir faire une quarantaine de petites vidéos, là comme ça. Mais il faut que ce soit une aventure pour soi-même, c'est-à-dire de celle-ci à la suivante, tu sais pas sur quoi tu vas partir, sauf que si tu vas là, ça t'emmène là, et puis et que l'important, c'est ça, cheminer en soi-même. Et ça va pas être un exercice gratuit. Alors, le thème, ce serait le rouleau, les vieux rouleaux des Égyptiens, des Romains. Vous croyez que ça nous aide pour penser le numérique? Franchement, moi, je n'avais jamais trop pensé à ça. Alors, je mets le chrono. Ça aussi, ça va faire partie de nos rituels. Je ne le respecte pas toujours, mais bon, c'est une alerte, ça me donne un cadre. Si on dépasse, on s'arrête et on recommence le lendemain. Alors, j'ai toujours gardé là dans un petit coin, et on s'interroge là-dessus aussi. Je n'ai pas du tout comme projet de faire un musée de la vieille informatique, mais bizarrement, j'arrive pas non plus à trop m'en éloigner. C'est derrière mon fauteuil, là où je mets les trucs de compta, tout ça. Ça, je crois que c'était plutôt celle-ci. Ma toute première tablette numérique, un Sony Reader. Je l'avais acheté à New York, avec ses petits boutons, ses petits arrondis, son dos satiné, ces petits machins là qui veulent faire que ça ressemble à un livre. Je sais même pas si c'était pas celle-ci avec son faux cuir. Ouais, celle-là. Elle avait encore bien plus de boutons, avec des boutons sur le côté, pas changer les pages. Et puis vous voyez l'avantage de l'encre électronique. Mais ça, on fera un numéro spécial là-dessus. Ça fait au moins plus de 10 ans qu'elle est HS. Eh bien, ça fait comme du télécran. Les petits traits à l'horizontale, c'est toujours resté affiché. Dans ce petit musée, j'avais acheté à un moment, ça s'appelait Kindle Paperwhite, c'est-à-dire faire une tablette comme un iPad, mais uniquement pour lire. Je m'en sers plus. Ça, on me l'avait offert en Chine. Une espèce de petite tablette aussi. Qu'est-ce qu'on en avait rêvé des tablettes, hein? C'était cette espèce de colloque de l'UNESCO où nous offrait. Laissons tomber. Mais je crois que c'est par l'arrivée de ces liseuses numériques que c'est pas que j'ai commencé à penser de là au rouleau, mais que tout d'un coup, par exemple dans le Lucien Febvre, l'apparition du livre, ce qui est dit sur le rouleau, ça revient, ça devient une sorte de petit fantôme, là. C'est ça qu'on va aller voir. Et il y a beaucoup de choses que je dois ici au petit traité de Pascal Quignard, mais je ne veux pas le redire à chaque fois. Alors c'est quoi ces histoires de rouleau? Si je pense rouleau et que pendant 11 minutes je parle rouleau, il y a quoi à dire? C'est pas d'aller faire un cours sur le rouleau, c'est on va dérouler les rouleaux, c'est-à-dire voir ces questions qui résonnent et qui nous aident à nous positionner, nous, par rapport à ce qu'on fait là, dans le numérique, parce que nos usages d'écriture et nos usages de lecture, notre relation au monde, notre mémoire, notre bibliothèque, s'est transportée et doit se reconstruire, se projeter dans un univers devenu numérique. Alors, si on prend le rouleau, d'abord, la base. C'est quoi la différence avec la tablette d'argile? La légèreté, la transportabilité, mais j'allais dire d'abord une continuité. Si vous prenez donc des feuilles de roseau, pas une, on ne peut pas écrire sur une feuille de roseau sec, mais c'est compliqué parce que c'est une feuille, une autre collée à la perpendiculaire,
avec une colle végétale, puisque c'est toute la surface qui est collée, et puis 2 autres, donc c'est 4 feuilles sèches, entrecroisées, perpendiculaires, collées à la feuille végétale, taillées, on va y revenir, et puis avec un petit chevauchement, on le colle là avec une colle animale, tiens, vous voyez déjà comme ça fait gamberger, à la suivante, et le texte peut devenir de longueur infinie. Pas le texte, le support du texte. Et un des rouleaux les plus anciens qu'on connaisse, c'est aussi un des plus longs, ou peut-être même le plus long des rouleaux qu'on connaisse. On n'a pas le droit de le couper, pourquoi ? C'est la vie d'un homme, c'est la vie du pharaon Ramsès II. Je crois qu'il a sa grande pyramide. On a trouvé là le rouleau, et moi, je l'aurais laissé, le rouleau. Moi, j'aurais pas osé. Ça lui appartient pour toujours. Il a voulu être enterré, enfin momifié, je ne suis pas un savant, moi, avec ce rouleau qui racontait ses faits et ses gestes. Le rouleau fait 35 mètres de long. C'est pour ça que je dis, ces choses-là, il faudrait les laisser aux morts. N'empêche que ce rouleau de 35 mètres, vous voyez, toute cette fabrication, comme elle est importante. Alors, qu'est-ce qui s'en induit ? Bien, par exemple, ça, je crois que c'est chez Quignard, rien ne vous empêche de couper le rouleau subrepticement, de rajouter une feuille, et de... Eh bien, ça, c'est ce qu'on fait, nous, tous les jours, avec nos machines à écrire, ou nos traitements de texte. Mais si c'est un texte juridique, la loi vous arrange pas ici ? Bien non, alors, par exemple, chez les Romains, les textes juridiques étaient sur des rouleaux verticaux, et non pas horizontaux. Et tout d'un coup, tu te dis, ouais, mais toi, ton téléphone, si tu le tiens mode paysage, mode écran, qu'est-ce que ça change ? Et puis les bords sont lisses. Ça veut dire que une fois que le rouleau est composé, les feuilles, elles sont de longueur inégale. Donc aujourd'hui, on dit massicoté. Et quand on fabrique un livre en impression à la demande, eh bien, c'est imprimé sur des feuilles plus grandes, et puis ensuite, c'est tranché comme ça. Donc, c'est des questions, là encore, qui reviennent jusqu'à nous. C'est-à-dire qu'au-dessus, il y a une bande de ce qu'on a coupé, il y a la bande en dessous, et c'est des tout petites choses, évidemment inégales, évidemment très minces, parce qu'on ne fait pas de gaspillage, mais qui permettent au rouleau d'être bien droit. Eh bien, ça, on le vendait, parce que c'est de longueur, évidemment, la même du rouleau. Et on vendait, ça servait à quoi ? À la correspondance privée. Donc, la correspondance privée s'installe sur un support qui n'a pas de valeur, parce qu'on l'achète à pas cher, c'est du rebut de fabrication. Mais, précisément parce que ça n'a pas de valeur en soi, cette correspondance, c'est ce qu'on l'archive. C'est ça, ce genre de choses que vous réexcite en vous, c'est-à-dire des paramètres. Je reprends cette petite bécane qui était donc ma deuxième liseuse, mais que j'aime bien. Un sens, puis l'autre, le toucher, le porter, le geste de lire, toutes ces choses-là, dans la bascule, dans la rupture qu'est l'utilisation d'un appareil numérique, vous avez à réviser tout ce que... Attendez, il me faudrait aussi un vieux livre. Ça, c'était le livre des problèmes d'échecs de mon grand-père maternel. Donc, c'est pas un livre qui se lit, et même moi, je joue pas aux échecs. On ne peut pas penser les conséquences de la rupture. Par contre, si on revient à ce qui a changé par le rouleau, à ce moment-là, la masse des paramètres de ce qui a constitué le livre et qui disparaît quand on passe à l'autre objet, redeviennent actifs. 2 exemples. Là, celui-ci, vraiment, c'est Pascal Quignard. Le rouleau, quand on a fini de lire, on le remet dans son étui. Et il faut l'enrouler avec les 2 mains. Une qui roule et l'autre qui retient pour que ce soit roulé bien serré, le plus serré possible. Et pour que ce soit tendu, il y a le geste des Romains, comment nous on y penserait, de pousser le rouleau avec le menton. Et il y a, au moment de l'arrivée du codex, le poète Martial, très caustique avec ses épigrammes, parce que le codex, pour lui, n'a pas la noblesse du rouleau, la valeur symbolique du rouleau. Et ça, nous, qu'est-ce que ça compte ? Est-ce que le livre numérique a
comment on peut faire qu'ils soient dépositaires de la même valeur? Quelle valeur marchande, mais surtout quelle valeur symbolique par rapport à celle du livre? Eh bien, Martial dit, en parlant du codex, qu'est-ce que sont ces livres qui ne sont pas salis du menton? C'est-à-dire quand on roule, évidemment, on pousse avec le menton, si on le fait 10 fois, il finira par y avoir une petite trace. Mais c'est la trace du corps dans le livre. C'est comment vous tenez, comment vous feuilletez, comment vous usez le livre. On ne peut pas user le livre numérique. Donc tout d'un coup, cette réflexion de Martial, protestant, alors que le codex, nous, évidemment, que le codex a remplacé le rouleau, et que l'imprimerie est née du codex. Ça sonne déjà, mais on continue. Donc, ces mutations du livre, la tablette, le rouleau, il y en a très peu. C'est ça qui nous aide à penser la mutation numérique. C'est une mutation globale, irréversible, mais par rapport aux autres mutations dans l'histoire esthétique, dans l'histoire sociale, dans l'histoire des techniques, eh bien, elles sont dénombrables. Il y en a très peu. Et cette mutation du rouleau au codex, là où Martial dit « Qu'est-ce que sont ces livres qui ne sont pas salis du menton ?» C'est ce genre de choses qui peut nous aider, là, dans la nouvelle mutation, aussi irréversible, qui provoque autant de résistance, de réticence. Ça pose une autre question. Pourquoi vous le réenroulez? C'est quelle longueur vous réenroulez? Le rouleau de Ramsès II, il fait 35 mètres. Est-ce que les Romains utilisaient des rouleaux de 35 mètres? Non, on les coupe. Donc ça doit faire 2,40 m. C'est-à-dire, c'est pas... On pourrait dire que la première chose serait de dire le rouleau, c'est les deux bras tendus. Et puis, non, c'est trop court. Nous, le corps de l'homme, on est trop petit par rapport à nos livres. Alors prenez Lucrèce, De Natura Rerum. Livre 1, livre 2, livre 3, livre 4. Comment ils sont coupés? Eh bien, précisément, si vous transcrivez une tragédie, c'est un temps. C'est le temps de la représentation, le temps du spectacle. Eh bien, le texte écrit de la tragédie, il fait 2,40 m. Eh bien, on va couper des livres comme ceux de Lucrèce avec la même longueur que la tragédie, mais cette longueur, donc, c'est un temps. Et le temps va organiser ce qui fait naître le mot même, livre. Livre 1, livre 2, livre 3, livre 4, c'est un fractionnement. Et ce fractionnement part, non pas d'une contrainte liée au texte ou liée à la matière, mais liée au temps de la tragédie. Ces petites choses-là aussi, comment on coupe. Et on continue. Livre 1, livre 2, livre... On en fait quoi de ça? Comment vous le savez? Nous, c'est imprimé sur la tranche. Alors là, c'est des choses auxquelles on a été familiarisé, en particulier par Gérard Genette, disparu il y a 2 ans. Il appelle ça le métatexte. Il a attiré notre attention sur l'importance du métatexte bien longtemps avant que nous, on parle de métadonnées. C'est-à-dire, si vous prenez un livre d'aujourd'hui, il y a la tranche, il y a le code-barre, il y a qui a complété l'édition, l'éditeur, il y a ce qu'on inscrit éventuellement dans les rabats, il y a les autres publications, soit de l'auteur, soit de la collection de l'éditeur, et puis il y a les choses que c'est imprimé où, sur quel papier, en quelle année, avec un dépôt légal, est-ce qu'il y a un ISBN? Forcément un ISBN. Ça, c'est les métadonnées. Et en quoi les métadonnées, ça nous intéresse pour le numérique? C'est que là, l'objet, évidemment, c'est le texte. Mais la matérialité inclut ces choses qui sont invisibles, ou en tout cas dont on n'a pas besoin, mais si on le transporte dans le fichier numérique, comment vous les encapsulez? Puisque ces métadonnées, l'ISBN, va servir à des tas de tri, etc. Donc, elles ne peuvent plus être au même niveau de matérialité que l'impression, et que vous savez que si vous cherchez l'ISBN, vous allez regarder les fausses pages de couve, et puis que vous allez le trouver en bas, là, de la première fausse page. Comment on réinstalle ça dans le numérique? Eh bien ça, comment c'est né? Repensez à
Pompéi, vous savez, on a trouvé des bibliothèques calcinées. Et on arrive même aujourd'hui à dérouler plus ou moins ou à scanner ces espèces de rouleaux. C'était stocké à l'horizontale. On empile les rouleaux. Et donc, comment on sait lequel on cherche? Eh bien, parce qu'il y avait un bouchon. C'est des étuis de cuir, puisque le rouleau est précieux. Et on retrouve là l'animal, même que la colle qui sert à installer les feuilles les unes après les autres. Et donc, l'étui, on le ferme d'un bouchon ouvragé, d'autant plus précieux que ce qu'il contient est précieux. Et c'est sur ce bouchon, donc séparé, puisque lui ne connaîtra jamais le texte, le bouchon ferme l'étui qui contient le rouleau. Et bien, sur le bouchon, on pourra mettre le nom de l'auteur, Lucrèce, le titre, De Natura Rerum, et on pourra mettre quel rouleau il s'agit, livre 3, livre 4, etc. Et donc, la matérialité des métadonnées, et comment elles se relient à un texte sans pourtant être dans le même contenu. Le rouleau, a priori, n'est pas réutilisable, mais quand on découvre à Qumran ou dans d'autres zones très sèches, dans des grottes, des rouleaux portant des fragments de telle version ou telle interprétation de la Bible, eh bien, on découvre que, sous le texte de la première utilisation, il peut y avoir un texte beaucoup plus ancien qui nous intéresse encore plus. Donc cette idée de l'écriture palimpseste, qui va être développée beaucoup plus avec le parchemin, mais le parchemin aussi s'enroule. Le papyrus le fait naître, alors que la tablette d'argile ne le permettait pas. C'est un processus simple? Ben non, c'est un processus compliqué. Alors, vous aviez dans le monde romain cette idée de tablette. Pascal Quignard, les tablettes de buis, d'Apollonia, je ne sais plus ce que c'est son titre, c'était quoi? Eh bien, ces petites tablettes d'un bois dur, le buis, que vous enduisez de cire, et là vous pouvez écrire sur la cire, transmettre matériellement la tablette à son destinataire, et puis le destinataire, quand il voudra répondre, il suffit de chauffer un petit peu la cire, l'approcher d'une source de chaleur, elle fond, et vous pouvez la réutiliser à l'infini. Et est-ce que ces supports réutilisables à l'infini, comme nous, l'écran sur l'ordinateur, c'est pas exactement la même chose, mais une feuille de papier qu'on a écrite, eh bien on en prend une autre feuille pour continuer. Le principe d'objet sur lequel on puisse réécrire à l'infini, est-ce que c'est venu avec la possibilité numérique? Non. Les Romains l'utilisaient déjà avec ces tablettes de buis recouvertes de cire. Est-ce qu'on peut faire mémoire de ces écritures-là? Non. Ils écrivaient quoi sur leurs tablettes de cire, les Romains? Est-ce que nous, on fait mémoire? Tenez, Marcel Proust, qui utilisait le téléphone. Est-ce qu'on a mémoire des conversations de Proust au téléphone? Non. Est-ce que Proust envoyait des pneumatiques? Vous savez, alors là, justement, le pneumatique, on retrouve le rouleau, on écrit sur des rouleaux, on les enserre dans des petits cylindres, et il y a ce réseau qui emmène le cylindre jusqu'à votre correspondant. Formidable innovation technologique dans les années 1900-1905. Et puis ensuite, évidemment, tellement malcommode que c'est oublié. Mais vous voyez que le rouleau, là, a ressurgi. Est-ce qu'on a matériellement la mémoire des pneumatiques qu'écrivait sans cesse Marcel Proust, qui a pourtant une énorme correspondance à côté? Non, c'est-à-dire que cette question de l'éphémère de l'écriture, ou l'écriture sans trace, c'est encore des choses qui viennent jusqu'à nous. Là, vous voyez, on est tout dans le début. On nage, c'est pas qu'on nage, c'est que on attrape un truc, on attrape un truc, on attrape un truc. Mais si on le fait 40 fois, ben, croyez bien que je devrais y arriver à ce que ça prenne forme. Là, on écarte, on disloque. C'est tout aussi important dans le cheminement de pensée pour que revienne la question. Bien avant de juger, de décider, puis tout simplement, quand on sait qu'on a cette épaisseur de temps derrière nous, ça réconforte un petit peu, non? Dans la nuit où on est.